Voilà, donc dans Photoshop, vous ne faites pas comme j'ai trop souvent vu faire des documents A4 et importer les images dedans. Mais non, ce sont des images, c'est vraiment la matière première de Photoshop, donc on ouvre directement, on n'importe pas dans Photoshop. Donc fichier ouvrir, vous allez chercher vos images. Voilà. Au passage, quand vous ouvrez le document que vous avez fait, le dossier que vous avez fait ce matin, ben évidemment, vous n'allez ouvrir que les images JPEG, là. Enfin, c'est pas nécessairement JPEG, ça pourrait être du PNG ou du GIF, ça dépend ce que vous avez pris, mais je suppose que vous avez tous du JPEG. C'est quand même ce qui est le plus répandu sur le web. Et du PNG. PNG, c'est bon aussi, il n'y a pas de problème. Monsieur, moi je sais pas. Préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Et au passage, vous voyez qu'on a notre document InDesign et un fichier IDLK, qui est le fichier temporaire de InDesign. Il ne faut surtout pas essayer de le supprimer d'une manière ou d'une autre. Quand vous voyez ce fichier IDLK, vous le laissez. Donc c'est tout à fait normal, il apparaît quand le document InDesign est ouvert. Donc c'est pas un virus, il n'y a pas de problème. Alors vous ouvrez les images Photoshop. Vous avez parfois des boîtes de dialogue qui concernent la gestion des couleurs. La gestion des couleurs est une matière relativement complexe que je vous invite vraiment à étudier parce que c'est un plus pour faire la différence avec d'autres personnes qui font de l'infographie. Si vous connaissez la gestion des couleurs, c'est vraiment des compétences en plus intéressantes à mettre sur votre CV. Sur votre CV, vous indiquez gestion des couleurs avec les profils ICC et entre parenthèses Color Management. Oui, parce que si vous mettez juste gestion des couleurs, il y a des directeurs de ressources humaines qui vont penser que vous êtes en train de leur dire que vous savez faire de la retouche dans Photoshop. Et ça n'a pas d'intérêt, tout le monde sait en faire. Donc il faut vraiment faire comprendre que c'est la gestion des couleurs avec les profils couleurs ICC. J'ai pas vu ça. Bon, vous ne l'avez pas nécessairement. Bon ben, ici je ne vais pas vous expliquer ça pour l'instant, donc cliquez sur OK. Voilà. C'est quelque chose qui concerne le contrôle de la couleur. Quand on est un artiste, un infographiste, on fait des œuvres et quand on choisit de mettre un rose dans son œuvre, c'est pas un rose, c'est vraiment le rose qu'on a choisi, c'est pas un rose différent. Et c'est un exemple. Je pourrais parler du brun, du jaune ou quoi. C'est les couleurs qu'on met dans ces œuvres. On a envie que ça sorte comme ça de la presse ou sur un autre écran. C'est ça la gestion des couleurs. C'est ça que ça permet Ouais, c'est tout ce qui est automatiquement. Pantone, tout Non, 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 ce n'est pas ce qui est Pantone. Non, non, non. Pas, non, c'est pas ça. C'est le contrôle des images RVB, CMJN. Vraiment prendre en compte les caractéristiques du périphérique de sortie, l'appareil de sortie, pour être certain de lui envoyer des choses qui vont produire les mêmes couleurs que ce qu'on voyait sur l'écran. D'accord? ça. C'est-à-dire qu'il faut changer les couleurs parce que tu vois sur l'écran. Ben oui, si je fais une œuvre sur mon écran et que je l'envoie chez un imprimeur sur une presse offset ou sur une imprimante jet d'encre, je veux que les couleurs à chaque fois sortent de la même manière, même si techniquement ce sont deux appareils qui fonctionnent tout à fait différemment. Donc c'est ça en fait la gestion des couleurs, c'est prendre en compte les caractéristiques techniques du périphérique de sortie pour s'assurer que les couleurs sortent telles que je les ai voulues. Ok, donc vous avez les images ouvertes. Alors, allons un peu voir une des images. Vous savez qu'avec contrôle tabulation, vous pouvez passer d'une image à l'autre. Je suppose qu'elles se sont ouvertes dans des onglets aussi chez vous. Contrôle tabulation, vous connaissez? Ça marche aussi dans les navigateurs web pour passer d'un onglet à l'autre. Donc vous choisissez une des images, n'importe laquelle, et vous allez dans le menu Images, taille de l'image. Menu Images, taille de l'image. Et là, vous avez quelque chose de différent un peu de chez moi, mais les informations qui s'y trouvent, vous les avez. Vous avez la définition de l'image, le nombre de pixels qui composent l'image. Vous le voyez. Vous avez certainement aussi en centimètres la dimension de l'image en centimètres.
On est d'accord? Bon, mais en fait, cette dimension en centimètres, c'est ce qui est inscrit dans le fichier. La personne qui a mis le fichier sur le web, elle a mis un fichier qui, dans le fichier, il est indiqué les dimensions en centimètres. Mais on s'en occupe pas du tout. On s'en est pas occupé d'ailleurs. Quand on a amené l'image dans InDesign, on ne s'est pas du tout occupé des dimensions en centimètres. C'est nous-mêmes qui avons décidé de la dimension qu'on voulait donner à l'image. Au moment où on l'a importé, on a fait un clic et glissé. Bon, ben on va aller un peu observer cette image. Vous pouvez garder la boîte ouverte là. On va retourner dans InDesign. Vous savez comment on fait avec commande tabulation pour passer en revue les applications ouvertes. Commande tabulation. Donc je vais m'intéresser à cette image qui est maintenant dans InDesign. Et alors vous avez la palette des informations qui devrait vous donner des informations sur cette image. Vous les voyez? PPP réel, PPP effectif. Ça vous dit quelque chose? Oui, il est indiqué pixel par pouce chez vous? PPP, ben oui, ça veut dire pixel par pouce. Donc quand vous avez sélectionné avec la flèche noire l'image, il est indiqué PPP réel, PPP effectif. Mais voilà, donc en fait ce qui se passe, c'est que l'image, vous lui avez donné une dimension en centimètres différente. Quelle est cette dimension en centimètres d'ailleurs? C'est indiqué là au-dessus, 7 cm sur 5 dans mon cas. Vous le voyez aussi dans les options, là au-dessus, dans la barre des options. Vous lui avez donné une dimension qui n'est pas celle qui était dans Photoshop. C'est plus petit que ce qui était inscrit dans Photoshop, et donc les pixels se sont tassés les uns sur les autres. Le nombre de pixels qui composent l'image est resté le même, et donc forcément, si je mets l'image plus petite dans InDesign, à, dans mon cas, 7 cm sur 5, au lieu de ce qui était indiqué dans Photoshop, 23 sur 17 dans mon cas. Ben oui, j'ai tassé l'image, je l'ai faite plus petite que ce qui était prévu dans le fichier, et donc la résolution a augmenté, c'est-à-dire la densité des pixels. Vous devriez voir ça aussi. Alors vous allez tester avec une autre image. On va retourner dans Photoshop et on va passer sur une autre image. Voilà. Donc dans Photoshop, cette image ici, on voit que dans mon cas, elle est très grande, 128 sur 96 cm. La définition est très bonne, mais l'image est également prévue pour être imprimée très grande, 128 sur 96. Par contre, la densité des pixels, 72, pour une impression, c'est vraiment pas assez. Elle sera peut-être imprimée très grande, mais elle sera floue. Ça veut dire qu'il y a 72 pixels de l'image, 72 points constitutifs qui sont utilisés pour imprimer l'image sur une distance d'1 pouce. C'est ça que ça veut dire, c'est ça la résolution. 72 points de l'image, 72 pixels. D'accord? Les pixels, vous les voyez quand on zoome. 72 pixels de l'image sont utilisés sur une distance d'1 pouce. C'est trop peu pour une impression de qualité. Vous connaissez les normes? Qu'est-ce qu'il faut pour un imprimeur? 300, c'est ce qu'on dit en général. Il faut une densité de pixels de 300 pixels par pouce pour une impression chez un imprimeur. Mais ça peut varier, ça peut être 400, 450, c'est l'imprimeur qui vous dira, en fonction de la qualité d'impression que vous voulez, la qualité du papier. Et pour une impression sur une imprimante jet d'encre, combien est-ce qu'il faut? Non, 150 est suffisant. Une densité, donc autrement dit, l'image pourrait être imprimée 2 fois plus grande sur une imprimante jet d'encre que chez l'imprimeur, puisque la densité de pixels est 2 fois moins grande sur l'imprimante jet d'encre que chez l'imprimeur. Bon, mais ça c'est ce qui est pré-réglé dans le fichier, mais en fait on s'en occupe pas du tout. La seule chose qui nous intéresse, c'était d'avoir une image la plus précise possible, c'est-à-dire la définition. Alors cette image, je vais aller voir, cette image qui fait 128 cm sur 96 à 72 pixels par pouce, trop peu pour une impression de qualité. Mais je vais aller voir ce qui lui est arrivé dans InDesign. Avec la flèche noire, je vais la sélectionner.
Voilà. Et je remarque que cette image a, dans ma page A4, une dimension de 5 cm sur 4, donc beaucoup moins que ce qui était préréglé dans le fichier. Le nombre de pixels de l'image est resté le même. Autrement dit, si j'ai fait l'image plus petite dans InDesign, les pixels se sont tassés les uns sur les autres, la densité des pixels a augmenté, et en effet, je suis passé de 72 à 1728, ce qui est largement au-dessus de ce qui est nécessaire pour faire n'importe quel type d'impression chez un imprimeur. Donc maintenant, vous savez ce qu'est la résolution. La résolution, c'est la densité de pixels sur une distance d'1 pouce quand on imprime l'image sur le papier. Et donc, si vous ouvrez une image, là je suis de retour dans Photoshop, vous ouvrez une image et vous regardez dans Image, taille de l'image dans Photoshop, et vous voyez qu'elle a une résolution de 72. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, elle ne convient pas pour l'impression, cette image. C'est beaucoup trop peu. » Mais ce qu'il faut regarder, c'est que cette image, si je la fais plus petite que ce qu'il est prévu, il n'y a aucun problème. J'aurais même pu l'imprimer plus grande dans InDesign. Là, je suis de retour dans InDesign. Si j'agrandis même cette image, il n'y a pas de problème. Eh bien justement, on va tester. On va agrandir l'image. On va agrandir l'image sur la page. Vous allez remarquer que les mesures en centimètres ici, 5 sur 4, vont forcément grandir, logique. Et la résolution dans InDesign, le PPP effectif, va diminuer. On teste ça? Alors allons-y. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Donc flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Puis vous allez cliquer une fois sur l'image. Est-ce que les vecteurs apparaissent bien en bleu? Comme ça? Pas de problème chez vous? Parce que si vous avez double-cliqué, il est possible que ça apparaisse en brun. Vous êtes descendu dans le bloc conteneur. Vous êtes maintenant au niveau du contenu. Et ce n'est pas du tout ce que je veux. En effet, vous n'avez pas ce carré-là, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est que votre cadre soit en couleur bleue, qui est la couleur des vecteurs sur le premier calque que InDesign fait. On est en train de travailler sur le premier calque que InDesign a fait dans ce document. D'accord, quand vous double-cliquez, vous êtes au niveau du contenu, l'image, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être au niveau du conteneur. Donc, je clique à côté de tout. Je clique une fois seulement sur l'image. Et je suis au niveau du conteneur. Et là, je vais pouvoir prendre l'outil de transformation manuelle pour redimensionner. Alors, pour redimensionner avec cet outil de transformation manuelle, il faut positionner le pointeur tout près de la poignée du coin, n'importe laquelle des quatre. Et vous allez enfoncer la touche majuscule sur le clavier, vous la gardez enfoncée. On parle bien de la touche majuscule, pas verrouillage majuscule. La touche majuscule qui est juste au-dessus de la touche contrôle. Et pendant que vous avez la touche majuscule enfoncée, vous bougez pour agrandir l'image. Vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule. La touche majuscule est une touche de contrainte, elle doit rester enfoncée jusqu'à ce que l'opération soit finie. D'accord? Touche majuscule qui permet de redimensionner donc. Alors, je vous montre une autre astuce ici. Si vous faites majuscule et Alt, ça s'agrandit mais par le centre. Donc ça c'est pratique si votre image est quand même déjà à peu près bien placée. Même chose, je lâche le bouton de la souris, puis les touches majuscules et Alt. Bon, vous avez agrandi votre image? On va regarder la palette des informations. Alors, quand on active la flèche noire, voilà, j'étais au-delà de 1000 pixels par pouce tout à l'heure. La résolution de l'image dans InDesign. Et maintenant, je suis à 650. Logique, hein, j'ai agrandi l'image, elle est plus grande en centimètres, elle fait plus 4 cm sur 5, elle fait
14 cm sur 10. Et donc les pixels sont moins denses, mais ils sont toujours d'une densité largement suffisante dans mon cas. Peut-être pas chez vous, mais en tout cas vous avez compris le principe. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand vous ouvrez une image, si elle est à 72 pixels par pouce, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'imprimer correctement chez un imprimeur qui nécessite pourtant 300 pixels par pouce. Quand vous amenez les images dans InDesign, vous donnez la dimension souhaitée directement par cliquer et glisser. Voilà, et vous avez la possibilité de vérifier que tout sera correct ici. Si vous êtes au-delà de la résolution nécessaire pour votre système d'impression, si c'est pour du jet d'encre, si vous êtes à 150 ou au-delà, si c'est pour de l'offset chez l'imprimeur, si vous êtes à 300 ou au-delà, ben c'est nickel, il n'y a pas de problème.